Et là, prise de conscience. J'étais tout se passait dans un état où tout se passait bien. C'est complètement dramatique. Je viens peut-être de faire 800 mètres de dénivelé négatif, quoi. Ouais, peut-être un peu moins, mais on va dire 600, quoi, à vive allure sur une piste qui descend. Pour moi, c'est la fin de la course, quoi. Je me suis dit, mais jamais je remonte là-haut. C'est plus possible. La course, elle est finie. Bah, je finis mon tour et bah, j'aurais disqualifié parce que j'ai pas fini le parcours. Et au bout de 5 minutes supplémentaires, je me suis dit, mais non, je suis quand même pas venu là, j'ai pas fait tous ces efforts pour être disqualifié. J'étais en tête, je vais aller jusqu'au bout, quoi. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous 2 fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les 3 meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Martin Kern, un ultra-trailer français qui s'est illustré à de nombreuses reprises ces dernières années en signant des perfs absolument remarquables sur les sentiers. Martin a notamment gagné en 2021 les 90 km du Mont Blanc, mais aussi le Trail du Ventoux en 2020 ou encore la 6000D l'année précédente. Il a pris la décision d'aller s'installer en Nouvelle-Zélande il y a 5 ans et a ainsi eu l'opportunité de participer à de nombreuses courses sur place lors des 3 années qu'il a passées là-bas. Martin va nous faire vivre aujourd'hui sa première expérience en 2017 sur le mythique format 100 miles, soit 161 km. Il s'est ainsi attaqué à la Northburn 100 Miler, une course aussi dépaysante que sélective, qui compte à peine une centaine de coureurs sur la ligne de départ et beaucoup moins sur la ligne d'arrivée. Une course qui va s'avérer être une formidable révélation pour lui, mais qui sera également jonchée de multiples obstacles et d'imprévus, à même de mettre à mal ses ambitions d'y signer une performance d'envergure. Mais je ne vous en dis pas plus, Martin va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Mission Pacifique. Bonjour Martin, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. La fin d'année approche à grands pas à l'heure à laquelle nous enregistrons cet épisode. Est-ce que ton réveillon du Nouvel An est déjà organisé? Surtout, est-ce qu'il s'annonce festif? Salut Guillaume, merci de m'accueillir. Alors oui, effectivement, moi, Noël a déjà commencé avec la belle famille dès ce week-end. Ça a été très festif. J'ai dû mettre un 10 km déjà pour éliminer les surplus d'alcool et de bûches. Et oui, en plus de ça, ouais, on va monter en famille à la montagne dans le 0,5. Donc oui, ça s'annonce chargé en ski. Peut-être pas en poudreuse, mais oui, on va festoyer comme il se doit, ouais. Il y aura pas mal de sorties de 10 km à prévoir, donc, si je comprends bien, dans les prochains jours. Alors non, le 10 km, je l'ai laissé en Bourgogne. La corrida, non, là ça va être ski et ski de rando à fond. Donc ouais, plutôt faire du dénivelé, passer du temps dehors en famille, plutôt que avec les skis aux pieds, plutôt que les baskets aux pieds, quoi. Voilà, petite coupure des baskets. Très bien. Martin, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Martin Kern, je suis français. Peu de monde sait que je suis français, dans le sens où j'ai beaucoup voyagé à travers le monde ces 10 dernières années. J'avais vraiment pour choix de revenir en France parce que on sait la qualité et oui, on sait que la France est un beau pays à vivre et j'avais vraiment envie de revenir chez moi, dans mes montagnes, pour me poser, trouver un boulot pas loin de chez moi, revenir à ouais, un environnement familial, on va dire, mais aussi avec des terrains de jeu propices à mes différentes passions. Effectivement, je suis ultra trailer. J'ai tendance à m'athlétiser dans un sens, à revenir sur des plus petites distances, mais j'aime énormément le ski. Je fais beaucoup de ski tout l'hiver, ski de rando, ski alpinisme, skating, voilà, tout ce qui glisse, j'aime bien. Je fais beaucoup de parapente aussi, donc et beaucoup de VTT, beaucoup de cyclisme aussi. Donc voilà, ça fait beaucoup d'activités. Je voulais les pratiquer à la maison, et allier donc travail en tant qu'ingénieur, passion et vie de famille, puisque maintenant je suis papa d'une petite Faustine qui a 7 semaines. Donc voilà, c'est intense, et je voulais allier tout Félicitations. ça à la maison. Merci.
Donc je pense que les magasins de sport à côté de chez toi se réjouissent quand ils te voient arriver avec le nombre de sports que tu pratiques. Je pense que tu dois être un client assez intéressant pour eux. Oui, effectivement, j'aime bien avoir plusieurs jouets. C'est vrai que les jouets de grands enfants, c'est quand même assez cool d'avoir des spécialistes pas loin, de découvrir les différentes nouveautés. C'est vrai que je prends un malin plaisir à tester à développer même les derniers produits, que ce soit parapente, ski et trail surtout. Euh, donc oui, c'est top d'être près des experts. Martin, est-ce que tu pourrais nous parler de la place que tenait le sport dans tes jeunes années? Est-ce que tu avais un sport de prédilection quand tu étais enfant puis ado? Là, on a vu qu'il y a une espèce de florilège de sports. Est-ce que déjà à l'époque, il y avait une batterie de sports que tu appréciais ou est-ce que tu avais quand même un sport qui t'attirait plus que les autres? Alors effectivement, j'ai eu la chance d'être emmené en nature très jeune, très tôt. Mes parents étaient passionnés de grimpe, de montagne en général, mais habitant Marseille, plutôt escalade. Donc ils m'ont emmené dans mon couffin très tôt en bas des parois. Derrière, une fois que j'ai marché aux alentours de 10 mois, j'ai toujours C'est tôt? eu, ouais, 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 c'est ce qu'ils disent. Après, voilà, j'étais un peu, on va dire, hyperactif dans un sens où j'avais toujours envie de bouger, heu et à la découverte, en fait, curieux de voir ce qu'il y avait un petit peu plus loin. Et donc, j'ai fait rapidement un peu de randonnée avec eux, de l'alpinisme assez jeune, avec une pointe de la réchasse, je crois, pour mes 7 ans. Donc, c'est une course très facile, mais voilà, histoire de mettre les crampons pour la première fois, c'était une vraie chance de pouvoir faire ça avec mes parents. Et derrière, à 7 ans, j'ai commencé aussi de l'athlétisme, donc SCO Sainte-Marguerite à Marseille. Et donc là, j'ai découvert ce que c'était l'athlé dans sa globalité, c'est-à-dire la recherche de la performance, mais aussi un esprit collectif. Euh, et donc je me suis fait des copains et on a créé une cohésion de groupe qui a fait qu'on est jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce que je rentre en classe préparatoire pour intégrer les écoles d'ingénieurs. J'ai vraiment poncé les pointes sur le tartan de Lumini. Donc voilà, à côté de ça, mes parents étaient plutôt VTT, rando, alpi, comme je disais, et ski l'hiver. Donc voilà, c'était performance sur la piste et pendant les vacances, c'était plutôt VTT, rando, ski, voilà, la belle vie, quoi. Les vraies vacances. Ouais, voilà. J'imagine que tu as donc participé très jeune déjà à des premières compétitions. Est-ce que tu peux nous raconter quel était ton rapport justement à cette dimension compétitive à l'époque? Est-ce que c'était quelque chose pour toi qui était galvanisant et qui t'aidait à te sublimer ou est-ce que au contraire ça pouvait être une source de pression additionnelle avec laquelle tu composais pas forcément très bien? Effectivement, oui, la compétition a toujours été, dès le commencement, présente. C'était plutôt, ouais, une source de motivation. Peut-être que j'étais développé musculairement un petit peu plus que les autres et du coup ça se passait à cet âge-là, j'avais, on va dire, peut-être un peu plus de force et donc ça se passait bien, surtout en cross-country où donc tout l'hiver, on court sur des boucles. Bah, au début, c'était, quand j'ai commencé à 7 ans, c'était sur des 800 mètres ou même pas, ça se trouve, et jusqu'en junior, 18 ans, c'était encore un petit peu avant, c'était sur 6-7 kilomètres, donc c'est des efforts très intenses. Et je me suis toujours bien débrouillé. Donc la compétition, en fait, c'était pour moi une façon de me mettre en avant et ça se passait plutôt bien. Et c'est vrai que ben j'avais un petit palmarès au niveau régional, on va dire. Et donc oui, c'était vraiment cool de se dépasser avec les copains et quand on est devant, c'est toujours le top. Après, quand je me suis mis au décathlon et ensuite plus sur 400 mètres, là j'ai eu beaucoup plus de rivalité et c'est vrai que c'était tout de suite, je subissais la pression dans les études parce que j'étais en prépa et au sport et c'est vrai que mentalement c'était devenu un peu plus difficile. Et c'est ce que je retrouve aujourd'hui en trail, c'est que le mental fait une part énorme dans cette compétition et j'ai besoin de me préparer mentalement pour être prêt, motivé à la compétition qui en elle-même me fait peur aujourd'hui, alors que petit, j'avais peut-être moins d'appréhension et j'étais content d'y aller. Maintenant, il faut que je me prépare pour être content d'y aller, quoi.
La montagne, on l'a compris, elle est depuis toujours donc ton élément de cœur. Est-ce que le trail aujourd'hui, c'est un moyen au service de ton amour de la montagne au même titre que peuvent l'être d'autres disciplines? Est-ce qu'elle a une place particulière aujourd'hui dans ton cœur compte tenu à nouveau de l'éventail très large de disciplines que tu pratiques? Est-ce que c'est pour toi avant tout un moyen de profiter de la montagne ou tu aimes cette discipline pour ce qu'elle est fondamentalement? Oui, effectivement, non, je pense que le trail est une manière pour moi de me déplacer en montagne, et j'y prends un malin plaisir dans le sens où, je définis, moi-même, mon propre itinéraire. Je suis souvent hors sentier battu et c'est vrai que c'est vraiment ça que j'apprécie, dans la course à pied. Je l'avais déjà dit, courir pour courir, ça m'intéresse pas forcément. Je l'ai déjà fait dans le passé, optimiser mes performances sur un 10 kilomètres, c'est pas ce que je recherche. C'est cool dans un sens parce que ça permet d'aller chercher au fond de soi des nouvelles ressources et de se voir progresser, c'est toujours intéressant. Mais aujourd'hui, effectivement, le trail, c'est vraiment ma manière simple de passer du temps, basket au pied avec, peu de matériel, en montagne. Surtout que maintenant, bah, avec le parapente, moi je fais du run and fly, donc c'est du matériel très léger. Je peux courir en montagne et voler à la descente. Ça me permet vraiment d'allier, le côté, être dehors, basket au pied et vraiment le côté fun du parapente, où c'est la descente et c'est côté adrénaline, on va dire plutôt. Donc, vraiment c'est, basket au pied que je prends beaucoup de plaisir à simplement, à côté de la maison, à être en montagne. Parce qu'effectivement, une fois que en vélo, aussi j'adore, hein, le ski j'adore aussi, mais c'est des contraintes logistiques qui sont quand même, toujours un peu plus compliquées. Bon, moins le vélo parce qu'on peut partir de chez soi, mais le ski, aujourd'hui j'habite, en périphérie de Grenoble et c'est vrai que je suis obligé ou quoi, c'est plus simple de prendre la voiture, pour aller en station, mais ça implique des transports et c'est vrai que c'est plus contraignant donc j'aime bien basket au pied, partir de la maison et aller en montagne, donc voilà. Sur cette partie trail, est-ce que tu as compris très vite que ton intérêt il se porterait vers des efforts de longue durée, voire ultra longue durée, ultra longue distance? Est-ce que ça s'est construit progressivement ou est-ce que toi, tu as toujours eu envie de faire des grosses balades et de faire des courses très long format? Alors, faut savoir que moi j'ai découvert le trail, à 24 ans, donc assez tard, on va dire. J'ai vraiment pour la première fois entendu parler du trail, à 24 ans. J'étais, dans mes premiers jobs, d'ingénieur. Je faisais 93 kilos, je jouais au rugby, j'étais dans un environnement complètement, autre, j'étais dans un environnement de travail où je travaillais beaucoup, je fumais à l'époque, j'avais des amis, avec qui j'aimais faire la fête, et quand je dis la fête, c'était sortir jeudi, vendredi, samedi, parfois le dimanche, et parfois plus. J'avais une vie complètement différente et à un moment donné, je me suis dit: «Non, là, ça va trop loin, c'est pas je me sens pas bien dans ce que je fais». Heu, j'habitais à Toulouse à cette époque-là et je me suis dit: «Bah, je vais retourner en montagne, quelle est la montagne la plus proche?» C'est l'Ariège. OK, bah, je pars en Ariège. J'ai découvert en fait un environnement et une communauté qui m'a ouvert les yeux sur qu'est-ce qu'était le trail et surtout, ce côté, humain qu'on a à partager, une balade en montagne, ce que ça procure à travers effectivement pas la performance, mais le côté balade, prendre l'air, partager quelque chose, festoyer après. C'était vraiment, un moment, unique en fait et je suis tombé amoureux de ces gens qui étaient là-bas. Mon ami maintenant, Nahuel Passera qui m'a vraiment, ouvert les yeux sur cette pratique et qui m'a vraiment, poussé à aller me découvrir sur des longues distances, puisqu'au début, je faisais des 10-15 kilomètres, 20 kilomètres. La deuxième ou troisième, ouais, deuxième année où je m'entraînais trois fois semaine, j'avais fait un marathon. Après la troisième année, je me suis dit, bon, ouais, je vais essayer un 70 sur les Templiers. Et la quatrième année, j'ai fait mon premier 100 kilomètres. Et à la fin de l'année, j'ai fait un 160 kilomètres en Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit, bah, tiens, ils prennent tellement de plaisir sur ces formats longs, en plus de nuit, mais ils sont complètement fous. Moi aussi, j'ai envie d'y aller et je me suis entraîné en conséquence, du coup, pour m'adapter à ces distances. Parce qu'au début, même sur 20 kilomètres, je me traînais des tendinites.
c'était un peu l'horreur, quoi. Je me suis dit: «Mais ils sont complètement barjots» et je suis rentré dans une dynamique, de devenir un guerrier, en fait, de passer du temps dehors, d'avoir une hygiène de vie, on va dire, correcte, tout en faisant la fête de temps en temps et en restant social. Je me suis intégré à cette communauté d'ultra trailers, qui est assez forte dans le pays ariégeois et j'ai découvert cette pratique carrément hallucinante et aujourd'hui ça me fait encore vibrer, quoi. Ça s'entend. Et j'en profite pour saluer Naël, puisque j'ai le plaisir de le recevoir dans le 33e épisode de Course Épique. Il nous avait raconté son Bob Graham Round. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller jeter une oreille, c'était une aventure assez incroyable qui laisse à penser qu'en Angleterre, on pourrait quasiment retrouver la haute montagne, puisque même à 1000 mètres d'altitude, visiblement, les conditions peuvent être extrêmement difficiles. Et c'est ce que nous a raconté Naël dans cet épisode. Martin, on l'a compris, donc il y a toute cette dimension physique, tous les à côté finalement que tu as décrits et qui sont une source d'accomplissement merveilleuse pour toi aujourd'hui dans le trail. Est-ce qu'il y a aussi, notamment dans les efforts d'ultra-distance, une quête pour toi, je ne sais pas si c'est spirituel, mais en tout cas de mettre à l'épreuve ton mental et puis d'aller un peu creuser en profondeur et te mettre un peu en difficulté ou en tout cas aller se servir de ça pour cogiter? Alors oui, moi je vois plutôt l'ultra trail. À un moment donné, j'étais, peut-être moins bien dans ma vie, j'avais besoin de me prouver quelque chose, de me prouver que j'étais bon à quelque chose ou en tout cas peut-être capable de réaliser, des challenges d'envergure et je me suis challengé moi-même, sur l'ultra, il y a le côté physique, mais au bout de 80 kilomètres, il y a physiquement, c'est toujours, compliqué, donc c'est vraiment côté mental qu'on va chercher des ressources. Donc ça, c'est sur le côté course. Après, tous les jours à l'entraînement, c'est sûr que quand on passe les 20 heures d'entraînement en semaine, ça fait beaucoup de temps sur les chemins. C'est des moments où on réfléchit à au tracas de la vie ou tout simplement à trouver heu, des réponses à pourquoi on fait ça, pourquoi on se motive, qu'est-ce qu'on aime à travers ces moments et c'est vrai que c'est une sorte de psychothérapie, solitaire, on va dire, qu'on trouve, à travers la montagne, où on va puiser des ressources et à travers, les personnes avec qui on partage ça aussi. C'est intéressant, quoi. On côtoie tout milieu, quoi. Peu importe, si on est trader ou agriculteur, je veux dire, c'est pas du tout les mêmes communautés, quoi. C'est pas du tout les mêmes types, d'environnement de travail, mais on se retrouve basket aux pieds et c'est ça qui est intéressant parce qu'on partage, souvent des visions un peu différentes, mais les mêmes valeurs au fond. Donc, c'est ça que j'adore à travers le trail, aussi, quoi. Tu nous l'as dit, tu as donné une nouvelle orientation à ta vie en 2016 avec un départ en Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a justifié ce choix et notamment pourquoi la Nouvelle-Zélande? Qu'est-ce qui te donnait envie d'aller là-bas? Donc effectivement, en 2016, j'ai pris la décision de tout plaquer, donc mon CDI, l'appart que je venais d'acheter, à crédit, vendu la voiture, laissé la famille, de côté, pas pour les oublier, non, pas du tout, mais pour aller vivre, une nouvelle aventure, à l'autre bout du monde. C'était cette période, en fait, ça faisait, 1 an que j'avais retrouvé un peu le goût, à passer du temps en montagne, après des années bien festives et étudiantes, on va dire ça plutôt, studieuses, on va dire. Et du coup, oui, j'avais envie de changer, d'environnement. Le travail, ça se passait bien, ça faisait 3 ans et demi, 4 ans que je bossais. C'était le moment de changer complètement de milieu et j'avais envie, de cibler un pays qui corresponde à mes attentes, de grands espaces, de nature, peut-être aussi revenir à des valeurs, où on voit effectivement que la nature est préservée et donc j'ai ciblé, la Nouvelle-Zélande comme territoire et en arrivant là-bas, j'étais en working holiday visa, ce qu'on appelle donc une année de vacances qui me permet avec un visa de travailler et rapidement en fait, j'avais acheté un van, j'avais un petit peu voyagé, un peu fait le tour. Je me suis dit, bah, que ça valait le coup, de chercher un boulot, dans le coin, plutôt, donc pour vivre une expérience, on va dire, entrepreneuriale et c'est à ce moment que je me suis investi, dans une start-up, qui produisait des cosmétiques naturels et que je me suis engagé auprès d'eux pour avoir un peu plus de temps derrière pour découvrir une culture, un pays, continuer à me consacrer à ma petite carrière de trailer,
sur des distances du coup plus longues et peut-être sur des courses moins aseptisées que ce qu'on peut voir aujourd'hui avec des ravitaux tous les 10 bornes, mais vraiment partir à l'aventure sur 160 km avec 3 ravitaillements. Donc ça, je l'ai découvert sur le plus tard, mais c'est vrai que j'avais besoin de montrer que j'étais aussi capable de vivre ma vie loin et faire mon petit trou, quoi. Tu avais en tête que ce serait une étape déjà en partant, tu t'étais dit ce sera quelques années et c'est pas nécessairement une destination finale, mais c'est plutôt une étape de vie? Alors oui, je savais effectivement que je reviendrais, ça c'est sûr. Donc je savais pas au bout de combien de temps. Au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans. C'est vrai que je savais que ça allait être une expérience à part entière là-bas, mais j'ai jamais eu en tête de faire ma vie là-bas. C'est pour ça que je suis rentré au bout de 3 ans, quoi. Donc mais c'était une super découverte. Ça m'a révélé au monde de la start-up. J'ai pu donc créer cette société, ou en tout cas la développer, et ça a pu j'ai mûri dans ma tête, en fait. C'était vraiment ça. Je me suis retrouvé là-bas, avec un compte en banque et un van, sans job, juste du temps pour réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Et en fait, ça a été un déclic à mon retour ici. J'ai vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis consacré quasiment une année entière à mes différentes passions et à ma pratique du trail, puisque effectivement j'avais pris du temps de réflexion là-bas, quoi. Martin, hormis la Northburn 100 Miler, donc je vais appeler la Northburn, je pense que ce sera plus simple pour le reste de nos échanges. Ouais, pas de souci. Oui. On aura largement donc l'occasion d'évoquer un peu plus tard dans cet épisode, puisque c'est la course épique dont tu vas nous parler. Je te propose un petit question-réponse express sur les courses qui ont marqué ta vie, puisqu'il y en a eu un certain nombre et des bien jolies. Est-ce que tu pourrais me dire la course qui a été la plus difficile pour toi jusqu'ici? La course la plus difficile pour moi, c'est certainement le Grand Raid. Ouais, alors le Grand Raid, pour moi, ça a été la course la plus difficile, puisque j'ai enchaîné derrière l'UTMB. Les écarts de température ont été compliqués à gérer. Un départ de course très froid, quoi, plutôt clément en bord de mer, puis très froid près du volcan, puis très chaud dans les cirques. En enchaînement donc de l'UTMB, j'étais fatigué, j'avais déjà beaucoup de volume dans les pattes. J'ai Tu as quand même signé une belle 5e place en plus. Oui, Ne sois pas le modeste. résultat était juste incroyable. Personnellement, c'était peut-être la performance de ma vie, ou en tout cas, je me suis révélé sur cette course, malgré un problème d'orientation sur lequel j'ai perdu 45 minutes sur la tête de course. J'ai réussi à me replonger dans la course. J'ai fait une super découverte aux côtés de Ludo Pomeré. C'était juste incroyable, cette course. La plus dure parce que je me suis blessé. J'ai vu du coup mes rêves de podium s'envoler, et donc j'ai vraiment souffert. Je suis vraiment allé chercher très loin des ressources pour finir cette belle course. Donc c'est la plus difficile, mais c'est une course que tu chéris aussi dans ton cœur. Oui, c'est la course qui me fait rêver personnellement. S'il y en avait qu'une à refaire, ça serait celle-ci. Après, malheureusement, elle est quand même loin. Il faut prendre l'avion. Il y a des contraintes logistiques trop importantes, on va dire, aujourd'hui. Mais j'y retournerai avec l'intention de mieux faire, puisqu'effectivement, c'est juste magique cette course, et elle fait vibrer beaucoup d'entre nous. C'est peut-être pas la plus dure techniquement, mais c'est une des plus belles pour moi. Donc c'est une des questions que je pose un peu plus tard, là, c'est celle où tu t'en es particulièrement mis plein les yeux. Est-ce qu'on peut se dire que c'est aussi la Diag? Ou est-ce qu'il y en a une autre qui t'a particulièrement ébloui? Heu, peut-être pas, peut-être pas. Il y en a beaucoup qui m'ont principalement marqué. Je dirais que celle qui m'a le plus plu, c'est en Nouvelle-Zélande. Elle s'appelle le Hillary Track. En gros, c'est une course de 70 kilomètres qui parcourt tout un flanc de la côte ouest de Auckland, donc en Nouvelle-Zélande. Et donc ça passe de plages de sable noir avec des vagues aux bouches néo-zélandais, donc dans des forêts. C'est vraiment magnifique, en fait. On court entre les montagnes et les plages, et c'est juste, ça m'a marqué. Principalement une des plus belles courses pour moi, malgré le fait que ça soit pas en montagne. C'était assez extraordinaire.
Est-ce que tu peux nous parler de la course sur laquelle tu as connu la plus grosse défaillance? Une course qui n'est pas forcément un très bon souvenir pour toi? Oui, c'est le Mute en avril, 2019 si je me trompe pas, où j'étais parti effectivement avec, billet en tête, de quoi faire bien. J'étais très préparé, j'étais, affûté comme jamais, peut-être même trop. Sauf que 3 jours avant, j'avais chopé, mal au ventre, mal de tête, grosse gastro quoi. Et où j'ai vu au kilomètre 40 tous mes rêves de bien faire, s'envoler. J'ai cru que j'allais abandonner, mais le lever du jour m'a juste émerveillé dans ces grands cirques de l'île de Madère. C'était juste, hallucinant. Mais oui, j'ai marché à partir de ce moment-là jusqu'à rejoindre l'arrivée et ce qui m'a remis un peu de baume au cœur, c'est que je me suis fait, doubler par ma chérie, actuelle, sur cette course-là. C'est là où on s'est rencontrés et du coup, donc c'est vrai que il y a quelque chose de spécial aussi dans cette course. J'en ai chié, mais j'ai rencontré, la femme de ma vie, on va dire et hem et donc c'était juste axé Ça valait 100 fois le coup exceptionnel. rien que pour ça. Voilà, c'était ça, il fallait aller jusqu'au bout. Martin, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce que tu pensais être tes qualités particulières et puis les zones sur lesquelles tu considères qu'il y a encore des pistes d'amélioration en termes physiques ou mentales? Alors oui, pour m'améliorer, il y a énormément de pistes, moi ce que je sais faire, c'est courir bien en descente, on va dire. C'est généralement là où je prends un malin plaisir à combler mes retards accumulés à la montée. Non, mais c'est vrai que les descentes, c'est ce que j'aime bien et j'ai l'impression de jouer et quand je vois que ça marche et ben, effectivement, ça me donne, le plus d'énergie. Côté guerrier, ouais, en course, je pense que je lâche pas le morceau. Je vais jusqu'au bout, même si je joue vers la 10e place, je veux pas lâcher ma 10e place. Après, ça veut pas dire que si je m'entends bien avec un gars, et ça arrivé plein de fois, ces personnes sont devenues mes amis, je vais finir, main dans la main avec cette personne, que ce soit à la première ou à la centième place. Mais c'est vrai que c'est un côté que j'apprécie beaucoup de rencontrer aussi des personnes. Et ça, peut-être, c'est une qualité d'être ouvert aux autres, parce que c'est vrai que dans le peloton à l'avant, c'est pas toujours le cas, quoi. Moi, j'aime bien parler et j'ai pas toujours des réponses en face, donc ça, c'est un peu, comment dire, c'est certains côtés que j'aime moins, on va dire. Et des pistes à améliorer, ouais, peut-être sur la préparation, j'ai tendance à être préparé sans être préparé. Donc, je suis un peu des fois à l'arrache sur ma fin de préparation et être débordé par les émotions à l'approche de la course. Après, je travaille là-dessus, mais donc avec un préparateur mental et ça se passe plutôt de mieux en mieux. Donc, oui, les résultats sont là derrière aussi. Donc, plutôt content, hâte de voir ce que la suite va donner. J'allais justement t'en parler puisque donc tu nous l'as dit, une très belle nouvelle, tu es arrivé il y a 7 semaines, c'est ça, hein, si Ouais, j'ai bien exactement. compris? Mmh. Est-ce que, évidemment ça a juste, enfin, ça a un impact, important sur ton quotidien et puis ça le bonifie pour plein de raisons qu'on peut imaginer. Au-delà de cet impact-là, au jour le jour, est-ce que toi, tu considères que ça va faire évoluer ta façon, d'envisager les courses? Est-ce que tu vas, un peu moduler la voilure et considérer, différemment tes calendriers? Ou est-ce que tu vas, réorganiser, ta vie pour continuer à maintenir, ce même rythme et puis, avoir une vie de famille qui reste très harmonieuse, mais qui laisse aussi la place pleinement au sport, comme c'est le cas aujourd'hui. Enfin, comme c'était le cas en tout cas jusqu'à il y a quelques semaines. Oui, effectivement, ça a été, source de j'allais dire négociation, mais non, c'est discussion, on va dire, parce que ma compagne est très, très sportive aussi, donc c'est l'or des murs, pour les connaisseurs. Et donc qui est passionnée aussi de course à pied et de montagne et donc on a eu, cet enfant ensemble et c'est vrai que c'est pas simple de se dire et on a un côté très égoïste où on passe beaucoup de temps à s'entraîner ensemble, solo avec des amis, mais on a maintenant cette fille, pour qui on a envie de tout donner. Donc aujourd'hui, on n'a pas envie de s'arrêter de vivre, d'arrêter, nos passions. Non, on va les adapter. Certes, on fera peut-être moins de choses ensemble, mais on s'est dit qu'on prévoyait quand même, des courses,
comme si, j'allais dire comme si elle était pas là, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est pas changer nos plannings, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je me posais la question de revenir sur des formats plus courts parce que je m'étais dit: «Bah, j'ai moins besoin de m'entraîner», mais en fait, c'est faux. C'est pas parce qu'on fait des 150, 160 kilomètres qu'on doit s'entraîner plus. Oui, on doit faire des volumes, mais ces volumes-là, il faut les placer, stratégiquement et donc c'est vraiment, heu pas modérer les entraînements, mais les placer au bon moment, être plus organisé, que ça soit de mon côté, ou du côté, de ma compagne. Donc c'est plus d'organisation et pour ça, j'ai pris un coach cette année qui me suit et qui m'aide à, on va dire, à optimiser mon planning et mes séances, afin d'allier, le côté, entraînement et le côté famille. Donc sans oublier le côté travail parce que la journée, il faut bien travailler. Donc c'est vrai que ça peut être frustrant, de voir, les Strava de ceux qui travaillent moins ou on va dire qui ont pas de vie de famille. Hem, mais voilà, moi aujourd'hui, je mène tout de front. Certes, je m'entraîne moins forcément, mais avec l'expérience que j'ai acquis et du fait de revenir à un coach avec des séances plus calibrées, je pense pas que je perds en qualité et c'est là où je m'y retrouve bien, quoi. Je fais aujourd'hui des semaines à 15-20 heures où je suis complètement rincé, alors qu'avant je pouvais faire des semaines à 30-35 heures. Oui, j'étais rincé, mais c'était peut-être pas bénéfique, c'était juste un besoin de passer du temps dehors parce que, j'en avais du temps et aujourd'hui j'en ai moins, mais il est plus qualitatif. Donc voilà, je développe beaucoup, désolé à tes questions, mais c'est vrai que ça a été une source de discussion heu, récurrente et aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est aussi de voir, ma famille, s'agrandir et de passer certains moments avec eux et leur passer certaines valeurs, vivre des moments et partager tout ça. Je pense que c'est une étape, dans ma vie importante et je vais pas changer ma manière de vivre, pour autant. Merci beaucoup pour cette introduction, Martin. On va passer désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise, le format de portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise. Si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu? Alors j'ai longuement réfléchi, je pense que je choisis, Indiana Jones. J'ai eu un peu du mal à le dire, mais Indiana Jones parce que j'aime le côté aventurier, et j'aime bien, toute la saga de cette série, de films, qui revient à travers, l'histoire, un petit peu et l'archéologie, qui nous fait vivre, à travers l'aventure toute une histoire et je trouve ça juste, dément la manière dont il arrive à trouver des solutions et toujours à se découvrir lui-même et tout se finit très bien à la fin donc c'est quand même, assez cool comme personnage. Et puis toute la série est vachement bien quand même. C'est très homogène. Tous les films sont quand même de très très belle facture. Je suis d'accord. Si tu étais un animal, Martin, lequel serait-il? Alors avec prétention, je dirais le chamois. Hem, non, je pense que c'est un animal, qui me fascine, que je prends plaisir à regarder, évoluer en montagne. C'est vrai qu'il est dur de s'en approcher, mais c'est ce qui le rend un peu mystique et heu et ouais, j'adore cet animal, et je pourrais passer des heures à aller les voir. Donc aujourd'hui, mon parapente m'aide beaucoup pour les survoler et c'est vrai que c'est fascinant. Dernière question de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration particulière pour toi? Ou en tout cas qui suscite ton admiration? Oui, il y a beaucoup de sportifs qui me fascinent, je retiendrai, Haile Gebrselassie, pardon, donc l'Éthiopien, aux multiples, médailles, olympiques et champion du monde 8 fois, je crois. Bon d'accord, c'est un routard, mais c'est quelqu'un qui m'a à travers, les différents championnats d'athlétisme et jeux olympiques, il m'a toujours fasciné, par sa longévité. Il a plus de 40 ans, il est toujours présent sur les marathons, hem voilà, c'est mes années, d'athlétisme, il m'a complètement marqué parce qu'il se transcendait, il était toujours là au bon moment, quand on l'attendait, il savait gérer la pression, il faisait vibrer complètement un peuple, l'Éthiopie et les et nous, téléspectateurs et moi personnellement en tant que gamin, il m'a donné envie de m'entraîner, de me dépasser et j'adore cette personne en tant qu'humain avant tout, ouais.
Merci beaucoup Martin. Le moment est venu de parler de ta course épique, donc la Northburn, j'ai dit que j'allais l'appeler comme ça maintenant. Pour en planter le décor en quelques mots, cette course, elle se situe du côté de la ville de Cromwell en Nouvelle-Zélande et c'est le premier 100 miles du pays. Il y a d'autres formats de course, mais en tout cas, ça a été le premier 100 miles du pays. Ce parcours de 161 km pour 10 000 mètres de D+, comporte 3 boucles différentes, chacune d'entre elles commençant et se terminant au même endroit, en l'occurrence une base vie. Le parcours actuel de la course a légèrement évolué depuis que tu l'as effectué en 2017. Martin, il propose une première boucle de 50 km qui emmène les concurrents depuis 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, près du point le plus central de la Nouvelle-Zélande, jusqu'à 1660 mètres d'altitude, soit 2600 mètres de dénivelé. La deuxième boucle, elle compte désormais 60 km pour un dénivelé de plus de 4000 mètres et inclut une redoutable section avec un cours d'eau initialement présente dans le troisième tour pour toi, je pense, Oui, Martin, à ton époque. Et la troisième et dernière boucle, donc elle a aussi été un peu revue, elle compte désormais 50 km, toujours avec des montées raides qui sont réparties au fil des kilomètres pour un dénivelé d'un peu moins de 4000 mètres. Le parcours se veut sec, exigeant, rocailleux. Il se déroule principalement sur des pistes 4x4 de haute altitude, mais comprend également des courtes sections le long de clôtures ou sur des pistes destinées aux moutons. Enfin, il convient d'arriver au terme de ces 3 boucles en moins de 48 heures pour être déclaré de finisher de cette Northburn. Le record de la course avant que tu n'en prennes le départ en 2017, Martin, était de 22 heures et était détenu par un certain Martin Liux. Voilà pour cette présentation de la Northburn. Tu auras l'occasion largement de compléter et d'apporter ton regard sur cette course incroyable. L'heure est venue désormais, parce que ça se mérite quand même de pouvoir raconter tout ça, de passer à l'exercice de la question qui pique de course épique. Est-ce que tu es prêt, Martin ? Dis-moi tout, je suis C'est un prêt. exercice... c'est comme une 4e boucle de Northburn, je pense. Ouais, je suis pas sûr. Allez. Ça sera un peu plus rapide par contre. Allez, je partage avec toi un nom que l'on trouve en Nouvelle-Zélande et qui voit à ce mot une place de choix dans le Guinness Book. Je voudrais donc que tu me dises à quoi ce nom propre correspond. Donc, je vais prendre une grande inspiration avant de me lancer et puis j'espère surtout que tu n'es pas pressé. Le voici. Tomatawaka tangi anga o otamete tiri puka kapi kimonga oronu kupo kawen wa kitana tau. J'ai fini. Waouh. Est-ce que tu as une je idée ? t'avoue que ça me fait penser au haka des Blacks peut-être. Ça pourrait. Mais non. C'est possible parce qu'effectivement c'est en maori. Mais l'idée est bonne. En fait, non, c'est le nom d'une colline de 300 mètres de haut qui est située dans la baie de Hawke. Et ce qui a de si particulier ce nom, c'est que en fait, c'est le nom de lieu anglophone le plus long du monde, comme on a pu le constater. Je pense que si tu places ça au Scrabble, à mon avis, tu es à l'abri pour 2-3 ans, je pense, avec les points que tu marques. Et donc, il compte 40 syllabes. Donc, c'est l'occasion rêvée d'épater la population locale en essayant de le prononcer. Voilà, il signifie littéralement l'endroit où Tamatea, l'homme aux gros genoux qui a glissé, grimpé et avalé des montagnes, connu sous le nom de mangeur de terre, jouait de sa flûte nasale assez proche. Voilà. Magnifique. J'imagine que tu savais ça, évidemment. Évidemment. Voilà, autant dire que si tu cherches, ce mot sur Google Maps, je pense que tu as intérêt à prévoir 10 bonnes minutes pour réussir à saisir la recherche dans le moteur de recherche de Google. D'accord. Allez, c'en est fini de notre question qui pique, particulièrement difficile aujourd'hui. J'avoue, je t'ai pas gâté, Martin. J'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Je ne t'en veux absolument pas. Surtout que la région de Hawke's Bay, c'est une région viticole avec des belles vagues. C'est une magnifique région, mais pas forcément propice effectivement au trail. Donc, je ne suis même pas allé pour tout te dire. D'accord. Eh bien, écoute, peut-être une prochaine destination un jour, juste pour faire la Avec photo plaisir. devant le panneau, si tu l'as fait. En tout cas, je compte sur toi pour me l'envoyer ou une petite carte postale du village en question ou du mont en question. Avec plaisir. Allez, on va parler de ta course, la Northburn. Tu avais participé donc à l'époque à plusieurs courses en Nouvelle-Zélande. Tu as commencé à nous le dire un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi tu as constaté comme principale différence avec les courses avec lesquelles tu avais été confronté jusqu'alors, celles que tu connaissais, en termes d'organisation, en termes de typologie de terrain, en termes de fréquentation? Qu'est-ce qui t'a le plus étonné lors de tes toutes premières expériences avant même cette Northburn, quand tu es arrivé en Nouvelle-Zélande? Alors effectivement, après ma petite expérience de trailer en France sur 2 saisons avant de partir en Nouvelle-Zélande, la principale différence que j'ai vue, c'était que les organisations sont principalement amateurs et de petite envergure, c'est-à-dire que ça va être le fermier du coin qui prête son terrain, qui est passionné en fait par la randonnée ou par le départ, par le trail, on va dire, et qui, pour son kiff personnel, se regroupe avec ses amis et décide d'organiser une course. Donc c'est vraiment à la bonne franquette. Je pense que l'UTMB a commencé un jour comme ça, avec 50 gars au départ et organisé par des passionnés. Donc on a l'impression de se retrouver
je dirais peut-être 30 ans en arrière ou 25 ans, 30 ans en arrière, comparé à ce qu'on peut trouver aujourd'hui en France. Et donc, il y a une toute petite communauté de coureurs et de passionnés, mais ça ne veut pas dire que les valeurs sont différentes. C'est tout aussi convivial et challengeant, basket au pied. C'est Northburn, c'était l'occasion pour toi de t'essayer pour la première fois au format 100 miles, donc 161 km. Qu'est-ce qui t'a convaincu de franchir le pas? Et puis, est-ce que c'est à ce moment-là, est-ce que c'est un format qui, sur le papier, t'effraie et sur lequel tu t'engages un peu en tirant un peu la patte? Oui, effectivement, 160 kilomètres, waouh, il y a encore 10 ans, j'aurais dit: «Mais non, aujourd'hui, c'est pas pour moi», mais je savais qu'un jour, c'était quelque chose qui m'intéressait, je me souviens encore, il y avait, j'ai une très bonne amie, Marine Paillot, qui a un groupe d'amis, heu où tout le monde est très sportif et il y en avait un qui avait fait l'UTMB ou qui était en passe de le faire ou en tout cas il avait ses points pour le faire et moi c'était une époque où je faisais beaucoup de windsurf aussi à l'époque et j'étais pas du tout dans les sports d'endurance et je m'étais dit: «Ouais, un jour j'aimerais le faire». Mais c'est pas du tout, c'était pas du tout d'actualité et quand je me suis retrouvé en Nouvelle-Zélande en vacances, on va dire, parce que je travaillais pas, les 2 premiers mois, où j'ai fait que ça, que ça, que ça, j'ai fait beaucoup de volume. Je suis passé peut-être du gars qui faisait 60-70 kilomètres semaine, donc amateur confirmé, à plus de 150 kilomètres semaine, quasiment du jour au lendemain. C'était naturel de m'orienter sur des courses un peu plus longues. Je me suis dit, c'est le bon moment. Bah oui, j'habitais en Nouvelle-Zélande. Il y a quoi comme 160 kilomètres? Ah bah tiens, il y a le Northburn à Cromwell à cette date prévue. Je vais faire en fonction pour la courir. De toute façon, ça sera une expérience. Si je réussis, ça sera top. Si je me rate, que j'échoue, bah, j'aurai appris plein de choses à l'abri des regards entre guillemets. Euh, mais euh, mais voilà, c'était l'occasion rêvée pour me lancer sur ce genre de distance. Et, euh, et j'y suis allé petit à petit dans un sens où j'ai d'abord fait un 70 kilomètres, après un 100 kilomètres. Et ben, il y avait ça qui arrivait. J'allais pas dire non, j'attends l'année prochaine. Je me sentais prêt. J'avais fait des semaines de malade d'entraînement. Je commençais à avoir des chronos qui tournaient pas trop mal. C'était le moment de me lancer, quoi. Et donc, je suis arrivé bien stressé sur cette course mais prêt quoi. J'avais beaucoup d'incertitudes. Bah, forcément, quand on court un petit peu là-bas, on est forcément annoncé en tant que favori. Ça fait toujours plaisir, mais ça m'avait mis énormément de pression au final, pour pas grand-chose quoi. On se met bien la pression qu'on veut, mais c'est vrai que c'était pas évident comme première expérience. On te colle cette étiquette de favori, mais toi, ta propre conviction et les ambitions que tu as sur cette course, c'est quoi? Est-ce que tu imagines pouvoir la gagner? Est-ce que tu es clairement venu pour ça? Ah non, Ou c'est pour apprendre plutôt ce format et le découvrir? ouais, effectivement, je m'étais pas du tout mis en tête, de la gagner. En fait, je m'étais dit: «Bah, je vais faire ma course», c'était peut-être ma troisième course du coup en Nouvelle-Zélande, ou deuxième, je sais même plus, ça commence à remonter. Pour moi, c'était juste, me faire des armes, sur cette course. Je savais que j'étais plus ou moins en forme, j'avais jamais été aussi en pardon, j'avais jamais été autant en forme. Hem, mais bizarrement, je m'étais mis la pression parce que, bah, on commençait à parler de moi en Nouvelle-Zélande. En France, j'étais personne dans le sens où, les 3 trails que j'avais faits, j'étais dans le premier tiers, mais j'étais pas dans le top 10 donc c'était vraiment, je me mettais la pression, pour rien en fait, parce que j'avais l'impression d'être attendu, mais c'est moi qui me mettais la pression pour faire quelque chose de bien et aujourd'hui, bah, c'est vrai que je regrette un peu de m'être pris au sérieux alors que j'étais coureur de course à la saucisse comme je pourrais dire. Mais ouais, c'est vrai que je me suis mis la pression. Je me suis dit: «J'ai pas de job, en ce moment, faut que je me donne une raison de réussir dans ma vie et ça passe par le trail» et c'est vrai que je me suis mis la pression du résultat et heureusement que ça a marché dans un sens, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis un peu coupé du monde pour me refermer sur moi à ce moment-là et c'était peut-être
c'est peut-être pas forcément ce que je referais aujourd'hui, quoi. Je pense qu'il y a moyen de rester ouvert, de rester, d'avoir une vie sociale correcte et de faire tout aussi bien, quoi, même si ça prend un peu plus de temps. On le sait par nature, le ultra trail, c'est un effort qui est totalement imprévisible et incertain. Est-ce que malgré tout, tu avais un peu dessiné une stratégie de course, donc pas forcément dans le détail, mais en tout cas estimé à quel rythme aller. Enfin voilà, est-ce que tu t'étais déjà donné des grands principes dans la gestion de ta course? Ouais, effectivement, peut-être j'ai voulu être trop bon trop tôt, mais oui, j'avais tout paramétré. J'ai quand même un esprit, plutôt cartésien, on va dire, et le fait de mettre des temps de passage, on va dire ça comme ça m'a permis de calibrer, ma nourriture, essayer d'être précis, un maximum sur mon apport de calories. Mais c'est vrai qu'au milieu, moi sur les ra autant quand je cours, j'aime bien avoir, de la nourriture efficace, c'est-à-dire des gels, des barres, de des boissons, isotoniques ou même, j'ai oublié les noms, mais parce que je suis un peu fatigué là, mais des boissons énergétiques, tout simplement. On va parler plus simplement. Autant sur les ravitaux, j'aime bien me faire plaisir, ça peut être burger, sushi, pizza, voilà, partager en fait un moment avec les gens qui m'accompagnent et ça me fait du bien en fait, parce que j'ai tendance à faire attention, on va dire, dans la vie de tous les jours à tout ce que je mange. Heu, oui, il y a des moments où je me lâche forcément, il y en a beaucoup qui diront, mais vaut mieux m'avoir basket au pied qu'à la table, on va dire. Parce que voilà, souvent quand je suis avec des amis, la famille, j'ai tendance à me lâcher, parce que voilà, je fais attention le reste de l'année. Et c'est des moments, sur les ravitaux c'est des moments où en fait, ma famille, mes amis se regroupent autour de moi pour que je sois bien et que j'essaye de me dépasser. Et donc ces ravitaux, ça en fait, c'est comme des repas de famille entre guillemets où j'aime bien me faire plaisir. Et pour revenir à ta question, oui, j'avais quand même bien préparé le truc. J'avais même 2 paires de chaussures. Je devais avoir peut-être, 3 ou 4 paires de chaussettes, différentes tenues pour la nuit, la journée, peut-être même 2, même 3 en fonction des boucles. Tu vois, j'étais un peu psychorigide sur la manière dont il fallait que ça soit organisé et il fallait pas sortir de mon plan parce que ça pouvait me tendre, quoi, dans le sens où, ouais, je me prenais peut-être, un peu trop au sérieux à certains moments, quoi. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette Northburn, Martin? L'enfer. Pour être honnête, elle est réputée comme une des plus dures, de la zone océanique. Heu, beaucoup de tu l'as bien décrite au début, beaucoup de dénivelé, on va dire, mais du dénivelé ennuyant, sur des pistes, de 4x4 qui montent raides. J'avais des bâtons, pour la première fois de ma vie, je courais avec des bâtons, quasiment, hein, j'exagère un petit peu, mais pour moi, les bâtons, c'était pour le ski ou la rando, quoi, c'était pas pour le trail. Donc voilà, il y avait beaucoup d'inconnus et passer 100 kilomètres, je savais pas du tout. En plus, avec la pression que je m'étais mis, j'avais des douleurs, qui apparaissaient, mais des douleurs, fantômes, quoi. C'était mon esprit qui me les créait, c'est sûr. Je m'étais mis des tapes de partout, parce que ça me tirait dans le bassin, ça me tirait au genou, ça me tirait au casque. En fait, j'avais un problème, psychologique dans un sens. Je me J'avais peur et mon corps, en fait, peut-être des points de faiblesse que j'avais au genou à cette époque parce que je faisais pas tant de volume et que mon corps, évoluait dans un sens, me faisait sentir que j'avais du stress en moi et me faisait ressortir, des petites douleurs fantômes. Et donc ouais, c'était juste incroyable, l'appréhension et tout ne s'est pas passé comme prévu, bien évidemment. Évidemment, ce serait trop simple. Ça y est, nous sommes le 18 mars 2017, le grand jour est arrivé. Est-ce que tu peux nous parler des conditions à cette période de l'année en Nouvelle-Zélande? Est-ce que la météo s'annonce favorable ou est-ce qu'on vous promet là aussi l'enfer? La météo est plutôt favorable, il me semble, donc départ, matinal à la frontale, une première boucle, plutôt humide d'ailleurs sur les sommets, mais sèche, en bas, c'est-à-dire que la base de vie, il fait bon. Mars, c'est, comment dire? C'est une période assez clémente en Nouvelle-Zélande, donc on est sur le printemps, quoi. Non, qu'est-ce que je dis? On est sur l'automne, donc Ouais, oui, c'est notre septembre à nous à peu ouais, près. exactement, donc ça reste clément, mais les nuits sont fraîches. Hem
Et donc non, tout est annoncé pour que ça soit une belle journée, un peu de chaleur sur la fin d'après-midi et une nuit fraîche mais pas glaciale, quoi. Tu as l'intention de démarrer le premier des 3 tours très prudemment, mais la cadence qu'impose le groupe de tête d'entrée est finalement assez soutenue. Est-ce que tu es surpris et puis est-ce que ça bouscule tes plans? Oui, complètement, pour moi, je suis annoncé comme favori, je m'attends à on va dire mener l'allure, vraiment faire ma course, et pas être trop ennuyé, à partir sur un rythme soutenu. Sauf que, bah, j'avais oublié qu'il y avait des ou j'avais pas pris en compte qu'il y avait des relais et ou des parcours solo, on va dire, un parcours sur une boucle ou 2 boucles et c'est vrai que c'est parti vite, du fait de ces relais et rapidement je me suis mis, quand même à mon rythme mais soutenu, quoi. Je me suis dit: «Ah bah, ouais, c'est peut-être plus dur que ce que j'avais imaginé». Je suis déjà peut-être en train de taper dedans mais bon, on y est, je vais pas lâcher le morceau comme ça, sachant qu'effectivement, bah, je suis pas tout seul dans l'aventure, quoi. On est 3-4 déjà sur le 100 miles, dans un petit groupe et ça se passe bien donc voilà, je serais peut-être, moi parti plus prudemment mais c'est parti, différemment donc je me suis adapté. T'as pas prévu de te faire lâcher en tout J'ai cas. pas prévu de me faire lâcher, peut-être effectivement un peu d'orgueil, pour un premier, de vouloir jouer à l'avant parce qu'on est annoncé comme favori, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que je lâcherai. Oui, oui, je lâcherai certainement d'ailleurs, pour être sûr d'assurer le coup et de gérer, quoi. J'avais peut-être vu un peu gros, quoi. Est-ce que tu es surpris par le terrain que tu découvres à l'occasion de cette première boucle? Alors effectivement, je suis surpris de découvrir, cette ferme, enfin ce massif, au-dessus de la ferme de Cromwell, c'est pour s'imaginer en fait, c'est une grosse colline où il y a pas d'arbres. C'est que des petits arbustes, type, thym, beaucoup de thym, d'ailleurs et très rocailleux. Mais ça ressemble, bah, à pas grand-chose en fait, à des grandes montagnes chauves, sans arbres, avec, des lacs, à travers les montagnes. Donc c'est assez joli. Il fait souvent pas beau, j'allais dire, mais non, c'est pas vraiment le cas. Il y a souvent beaucoup de vent, sur les sommets. C'est peut-être pour ça qu'il y a pas d'arbres d'ailleurs. Hem, mais oui, voilà, s'il y a un coup de flotte, ben, on est directement exposé. S'il y a un coup de vent, pareil. Donc, c'est des terrains qui laissent pas trop de place, à l'homme, on va dire. Il y a que les moutons qui sont là-haut et le fermier qui monte, leur donner à manger de temps en temps, quoi. Ou leur faire un petit check-up. Tu boucles ce premier tour aux avant-postes, mais malgré tout, tu es déjà relativement entamé. T'as été assez marqué déjà par cette première boucle. Effectivement, cette première boucle, elle m'a entamé. J'ai les pieds déjà mouillés, on va dire marqués. Physiquement, j'ai dû, il y a pas mal de portions où j'ai dû courir, alors que peut-être que j'aurais marché. Et donc, j'arrive déjà, ouais, 50, je crois, là, ouais, c'était 50 kilomètres. J'arrive en première ou deuxième position, mais en tout cas, c'est très serré. Et, et je suis entamé. J'ai besoin de faire une pause, quoi. Je me dis, waouh, ouais, je suis content de marcher un petit peu. Euh, ça va être dur, quoi. Tu repars donc en tête pour ce deuxième tour. Enfin voilà, ça se joue à pas grand-chose, tu nous l'as dit. Est-ce que là, tu as dans l'idée de creuser l'écart ou est-ce que tu es plutôt en mode gestion parce qu'il y a quand même un effort devant toi que tu ne connais pas, il y a encore plus d'une centaine de kilomètres qui t'attendent. Donc, quelle stratégie tu optes à ce moment-là? Alors effectivement, je repars, je dirais début d'après-midi ou pile, au moment du repas, de midi. J'ai bien mangé, peut-être même trop. Il fait chaud, dorénavant et là, je change complètement de stratégie. Heu, je me dis, là, tu as joué, tu t'es un peu testé, tu as vu que tu étais devant. C'est encore long, effectivement, si tu continues à ce rythme-là, bah, tu sais que tu vas faire le popcorn, dans 50 bornes. Donc je me suis dit: «Là, tu gères». Tu prends une cadence, de pas de marche, rapide, et pas à pas, tu continues, ton aventure et c'est à ce moment-là, où en fait, je me suis dit: «Si tu as pas de défaillance, cruciale, tu vas peut-être pas faire des écarts énormes, mais en tout cas, tu vas conserver des forces pour le troisième tour» et c'est là où les écarts se feront donc c'est à ce moment-là où en plus avec la chaleur, et le peu de zones, pour se ravitailler, c'était crucial
de gérer son effort au mieux. Et vu la suite, je pense que c'était la stratégie à adopter, ouais. Et tu vis même d'ailleurs des moments de plénitude, non, sur cette boucle-là, en dépit de la chaleur, tu es un peu porté aussi par l'exaltation de ce premier 100 miles qui se passe très bien jusqu'ici, du terrain, enfin de ta position dans la course qui est favorable. Tu es finalement assez Exactement. porté par l'enthousiasme de la situation. Exactement. En fait, à partir du moment où je reprends un peu mes esprits dans le sens où je suis en gestion complète, je gère bien mon alimentation, mon hydratation, j'ai pas de pépins physiques. Oui, je suis parti peut-être un peu vite, mais maintenant je suis sur un rythme, qui me convient, où je gère complètement la situation. Je suis sous une sorte d'euphorie, ouais, où j'ai peut-être même mis de la musique, carrément pour faire «passer le temps» entre guillemets. Je suis dans mon élément, je suis bien, il fait beau, les gens m'encouragent, tout se passe bien et c'est vrai que j'ai qu'une envie, c'est de passer plus vite à ce qui va arriver donc je suis complètement dans mon élément et c'est que du positif pour la suite, ouais. Tu arrives à la base vie, donc toujours en première position à l'issue de ce deuxième tour. Quelle ressource ça demande de repartir pour cette troisième, donc qui est pleine d'incertitudes pour toi avec cette distance? Est-ce que tu as l'impression qu'il faut puiser assez fort pour trouver l'élan et la force? Parce que tu commences à être marqué quand même malgré tout, j'imagine physiquement avec une centaine de kilomètres dans les pattes. Comment est-ce que tu vis ce moment où il faut repartir pour la dernière? Alors effectivement, cette fin de deuxième boucle est très roulante, avec beaucoup de relance sur des faux plats montants et je vois plus derrière moi, en fait, je vois plus les coureurs, qui me suivent. Je suis vraiment sur mon petit nuage, j'ai de l'avance. Je pense qu'à ce moment-là, je dois avoir une grosse demi-heure et je suis juste, toujours dans ma gestion et j'attaque donc après un arrêt au ravitaillement à la base de vie, j'attaque cette troisième boucle avec avec beaucoup de sérénité dans le sens où bah, pour moi si je continue comme ça reviendra jamais, j'ai plus qu'à assurer en fait et bah, le tour sera joué, j'aurai ma première victoire sur un 100 miles et surtout cette première expérience de valider aux attentes que je m'étais fixées dans le sens où les attentes, c'est oui, jamais avant j'aurais dit je veux la gagner. Mais quand on se prépare aussi dur, on espère toujours la gagner. Mais oui, tout se passe comme je l'espère. Et c'est vrai que c'est juste magique. Et je rentre dans cette troisième boucle, toujours sur ce nuage, jusqu'à ce que la nuit tombe. Et, euh, et c'est juste tout se passe super bien, quoi. Et c'est à ce moment-là que la course a un nouveau tour dans ton sac spécialement pour toi, puisque tu vas connaître une contrariété pour rester poli assez rapidement sur cette troisième boucle. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Effectivement, je voulais te laisser aborder le point sensible. Cette course a été marquée par une erreur d'aiguillage et oui encore, je crois que je porte la poisse. C'est pas la première fois que je me plante sur les chemins. Depuis j'ai mes petites solutions, mais oui, j'ai été aiguillé en fait, par un aiguilleur, du mauvais côté. En fait, il m'a fait reprendre la boucle numéro 2 à l'intersection où je devais entamer la boucle 3. Malgré mes explications, je suis arrivé à un moment où il y avait plusieurs coureurs effectivement à ce moment-là, sur ce petit ravitaillement. Il était un peu submergé submergé, on va dire par la pression d'avoir plusieurs coureurs en même temps et il m'a pas reconnu en fait. Il pensait que j'étais un coureur de la boucle 2 au lieu de la boucle 3 et il m'a envoyé du mauvais côté. Sauf que moi, je m'en suis pas forcément rendu compte tout de suite puisque effectivement on est sur le même massif. Je connais pas le coin, j'avais pas peut-être un manque de lucidité au bout de 15 heures de course. Je me suis engagé là où il me disait d'aller et hem et au bout de bien un quart d'heure de descente, je me dis: «Mais c'est quand même bizarre, je suis pas allé au sommet, le point principal qu'on atteint qu'au bout de la boucle 3, c'est quand même bizarre, je vais quand même demander, j'ai demandé à un autre coureur, si on était bien la boucle 3, repasser bien par là et là il me dit: «Non, non, pas du tout, il fallait monter à la dernière intersection» et là, prise de conscience, j'étais, tout se passait dans un état où tout se passait bien, c'est complètement dramatique. Je viens peut-être de faire, 800 mètres de dénivelé négatif quoi, ouais peut-être un peu moins, mais on va dire, 600 quoi, à vive allure sur une piste qui descend. Pour moi, c'est la fin de la course quoi. Je me suis dit: «Mais jamais je remonte là-haut».
c'est plus possible, la course elle est finie, bah, je finis mon tour et bah, je serais disqualifié parce que j'ai pas fini le parcours. Et en fait, là, je commençais à redescendre pour rejoindre «l'arrivée» entre guillemets et au bout de 5 minutes supplémentaires, je me suis dit: «Mais non, je suis quand même pas venu là, j'ai pas fait tous ces efforts pour être disqualifié, j'étais en tête, je vais aller jusqu'au bout quoi». Je fais machine T'actives le arrière. mode guerrier. Voilà, j'active le mode guerrier. Je me suis économisé jusqu'à maintenant, même si je suis entamé, je me suis quand même, je me suis quand même préservé, on va dire. J'ai gardé des forces pour ce dernier tour. Je me défile pas comme ça, j'y vais jusqu'au bout, je remonte. Je commence à remonter 20 minutes, une demi-heure et là, d'un coup, il y a un des bénévoles de l'organisation qui déboule en quad, donc qui était venu me chercher pour me remonter parce qu'avec les puces GPS, ils avaient vu que je m'étais embarqué du mauvais côté et donc eux, en fait, ils avaient fait le point de leur côté, le bénévole avait bien dit qu'il m'avait envoyé du mauvais côté, mea culpa, tout ça. Il me récupère sur le quad malgré le fait que je lui dise que non, je finis à pied. Bon, il me demande 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, je dis bon, ok, je monte sur le quad, tu me remontes à l'intersection où tu m'as envoyé du mauvais côté. Ce qui fait que j'ai peut-être j'ai regagné une demi-heure sur le temps qu'il m'aurait fallu à pied, je pense. Et donc à partir de là, à partir du moment de cette intersection manquée, je repars mais complètement les jambes raides parce que les 10 minutes sur le quad, elles m'ont complètement fracassé les jambes. Et je repars et en fait ils m'ont dit que les autres étaient 20 minutes devant à peu près, mais 20 minutes de montée, après ça rebasculait dans une grande descente, ça remontait. Bon bref, pour moi 20 minutes c'était énorme. Je m'étais dit bon jamais je reviendrai. Et je suis reparti, bon, malgré le fait d'avoir les jambes raides, je suis reparti, mais comme un boulet de canon, comme si j'avais 5 bornes à courir alors qu'il m'en restait 30, quoi, ou 35. Et donc là, j'étais hyper calé à la base, j'étais hyper calé sur ma nutrition. À partir de ce moment-là, mais j'avais tout oublié. Je buvais plus, je mangeais plus. Je devais courir à 3,30 au kilo sur du plat. Non, sans déconner. Mais j'étais en mode guerrier, mais débile. Et au final, je suis revenu effectivement peut-être 1 heure après sur la tête de course. Et, euh, et c'est marrant, mais mentalement, je les double et là, je craque, mais complètement. C'est-à-dire que je m'effondre physiquement, j'ai plus rien, ils me redoublent du coup, ou en tout cas, ils restent à mon niveau. Je m'accroche, je me bats littéralement contre moi. Je sens qu'effectivement, je suis en plein hypo en fait, et on arrive au sommet. Il y avait un vent glacial, c'était l'horreur. Ma frontale avec la brume, je voyais pas à 3 mètres. J'arrivais plus à descendre alors que c'était mon point fort. Bon bref, c'était à nouveau je suis repassé en mode lutte, combattant et en fait j'étais pas le seul dans cette situation et on a je crois on était 3 du coup à ce moment-là. On est arrivé dans ce fameux canyon que tu évoquais tout à l'heure ou dans ce lit de rivière et là je sais pas instinctivement je me sentais plus à l'aise dans les gros cailloux tout mouillés, à courir en descente. J'ai commencé à reprendre du plaisir, on va dire, et à me dire ok, bon maintenant t'es revenu, voilà le drame il est passé, reconcentre-toi, reprends une petite routine d'alimentation. Euh, et en fait, je pensais pas, mais les écarts se sont faits assez rapidement, juste parce que j'arrivais à bouger lentement, mais j'arrivais à avancer. Et les autres étaient à l'arrêt en fait. Et c'est vrai que bah, c'était à nouveau, je suis rentré dans une espèce d'euphorie parce que j'étais repassé en tête et, euh, et ça m'a porté jusqu'à T'avais l'arrivée. même le temps de te reperdre éventuellement? Non, non, je sais plus, peut-être une demi-heure d'avance ou quelque chose comme ça sur l'arrivée, mais c'est vrai que c'était tellement libérateur. J'ai connu le C'était sur le fil quand même. ouais, le dur, le bien, l'enfer, le dur, le bien, bon bref, c'est ça en fait l'ultra. Et je me suis dit: «Mais en fait c'est dément quoi, c'est juste génial» et derrière j'ai été porté pendant 15 jours, j'étais sur mon petit nuage quoi et j'étais invincible et
à chaque fois que je parlais aux gens de cette aventure ou que les gens me posaient des questions, parce que moi, j'ai pas tendance à aller raconter mes histoires aux gens qui me parlent. Mais je sentais qu'en fait, cette expérience, à travers ce que j'avais vécu, bah, ça faisait, ça donnait envie aux gens de se dépasser, peut-être pas sur des distances aussi longues, parce que c'est l'horreur, ce genre de distance. Si je raconte les détails, j'avais les doigts de pied en éventail, les ongles qui avaient sauté, c'était assez gore, on va dire, euh, sur les pieds. Maintenant, j'ai aussi mes petites techniques, mais j'ai eu du mal à récupérer, mais mentalement, j'étais sur une autre planète, quoi. C'était une révélation. Après, voilà, c'était la page est tournée. Je sais que je suis capable de le faire. Quelle est la prochaine étape, quoi. Et donc pour en revenir à la course, à quel moment tu t'es dit qu'elle pouvait plus t'échapper? Puis est-ce que ça a été pour toi finalement une source de pression supplémentaire d'être dans cette position inédite de leader et en plus sur une distance que tu connais pas? Est-ce que tu es aux aguets tout le temps et constamment ou est-ce que tu arrives un peu à te libérer compte tenu de l'avance que tu sembles avoir pris? Est-ce que tu réussis, je ne sais pas si c'est profiter, mais en tout cas être relativement serein sur les tout derniers kilomètres de course? Ouais, ouais, dans un sens, je sais que le trou, il est à nouveau fait. Je vois plus les faisceaux. Bah, c'est vrai que pendant un certain temps, il y a une expression en anglais qui dit running scared. Donc, c'est courir avec la peur au ventre, en fait, d'être rattrapé. Et ce qui fait qu'on est toujours sur un régime un peu plus élevé que ce qu'on devrait l'être quand on court en tête. Et, et c'est vrai que pendant un certain moment, je courais avec cette peur qu'on me rattrape. Donc, j'étais un peu toujours sur un rythme un peu plus élevé après cette fameuse descente. Mais oui, on va dire dans le dernier quart d'heure de course, dans la nuit noire, je voyais plus personne derrière moi à plus de à moins de 5 minutes. Donc, je savais que la course, elle était gagnée. J'arrivais à trottiner. J'étais un peu sur à nouveau une euphorie de course où j'arrivais à bien courir. Donc, ouais, c'était juste dément de voir que, bah, on peut passer du pire au très bien en si peu de temps et surtout avec autant de kilomètres dans les jambes. Tu conclus ces 161 km à une fabuleuse première place après 21 heures et 52 minutes de course et tu signes au passage le record de l'épreuve. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment précis de franchir la ligne d'arrivée? Est-ce que tu te souviens de cette émotion-là? Oui, effectivement, bah, beaucoup de fierté de m'être prouvé que j'étais capable, de courir une telle distance et de rentrer un peu dans le club des des vainqueurs, non pas des vainqueurs, mais des finisseurs de 100 miles. Le 100 miles, ça reste quand même une discipline mythique. C'est hors du commun. J'aurais pu la faire 3 fois d'affilée, 3 années de suite. J'aurais jamais eu la même course. C'est ça qui est génial aussi dans les 100 miles. C'est pas un 100 mètres ou un 5000 mètres. Oui, il y a des péripéties de course, mais celle-ci, il y a tout le côté mental qui entre en jeu. Et je trouve que, en tout cas, plus. Et, et c'était un vrai sentiment de réussite et fierté de pas avoir renoncé quand ça a tourné au vinaigre et d'être allé chercher au fond de moi, malgré les douleurs, au pied notamment, cette victoire au final qui, aujourd'hui, je la vois même pas comme une victoire, mais comme mon premier 100 miles, quoi. J'aurais pu faire 10e, oui, sur le moment, j'aurais peut-être moins célébré, mais aujourd'hui, je la vois vraiment comme mon premier 100 miles, pleine de découvertes et content de moi, quoi. C'est vrai que c'est une victoire en soi d'être allé au bout de ce rêve effectivement, je me suis dit, tiens, si j'arrive à faire le Northburn, peut-être qu'un jour, je pourrais faire la Diag ou l'UTMB, quoi. A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur la course? Qu'est-ce que tu tires comme enseignement voilà, c'est quoi ton retour d'expérience de ce premier 100 miles? Qu'est-ce qui est, en tout cas, de ce premier 100 miles dans ce contexte-là de Northburn? Oui, peut-être la gestion, c'est toujours ce qui est le plus dur en ultra, c'est que euh, aujourd'hui, je prends des risques quand je m'aligne sur un ultra. Je sais très bien que je vais être hors de ma zone de confort, pardon. Je pourrais courir une course en étant tout en aisance, ça peut m'arriver quand il y a moins de densité, mais aujourd'hui, c'est vraiment sur un ultra, c'est l'inconnu qui me pousse à aller me découvrir toujours plus, à essayer de toujours être plus performant. Et cette course, elle m'a vraiment appris que en gérant
en faisant minutieusement les choses, c'est possible d'avoir des résultats, ou en tout cas c'est possible d'avoir des rêves sans se couper euh, d'une vie normale, parce que à cette époque-là, je crois que je travaillais, et donc j'avais réussi à allier entraînement, travail. Vraiment, je me suis prouvé que effectivement, ce premier 100 miles, je suis capable d'avoir une vie normale et avoir et accomplir des rêves un peu fous, quoi. Même en mangeant des sushis et des burgers Ouais, à la effectivement. base vie. Non, voilà, c'est la base même, je dirais. C'est continuer à se faire plaisir. C'est vrai que j'ai pas été très clair dans ma dernière réponse, mais ça a été une révélation dans le sens où oui, j'ai été capable de le faire avec un peu de sérieux, mais sans me brider et sans rentrer dans une démarche de performance élitiste. Voilà, Sans que ce soit trop contraignant voilà, pour c'est toi. ça. S'il n'y en avait qu'une, quelle image tu retiendrais de cette Northburn? Ouais, l'arrivée, je pense qu'il y avait très peu de monde, hein. Je pense que s'il y avait 50 ou 60 partants au départ, à l'arrivée, il y avait peut-être 3 personnes sur la ligne d'arrivée, dont ma petite équipe d'assistance. Et c'est vrai que, parce que j'ai dû arriver vers 4 heures du mat ou un truc comme ça, et au fin fond de la Nouvelle-Zélande, il y a plus de moutons que, que d'habitants, donc il n'y avait pas foule, hein. Ça, je veux pas me cacher de ça. Mais ouais, c'est le partage en fait de cette expérience hors du commun avec mon assistance, et ouais, c'était juste génial. Après, par contre, ce que j'ai moins aimé, c'était les courbatures. Pendant 2 semaines, je pense que j'arrivais plus à marcher, je crois. Ton palmarès s'est largement étoffé depuis. Est-ce que c'est aujourd'hui malgré tout une course qui a une place très particulière dans ton cœur? Oui, effectivement, c'est comme je disais, c'est le premier 100 miles, heu, c'est celui qui m'a marqué, c'est celui qui m'a montré que j'étais capable de le faire, et ça m'a validé une case qui m'a permis de me projeter dans une démarche de performance, et peut-être petit à petit de progression vers ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire athlète professionnel, même si j'ai une vie à côté de mon sport professionnel en tant qu'ingénieur. Je reste, Il y a vraiment eu un déclic voilà, que tu as associé à cette voilà, course? exactement. C'est un marqueur fort de ta trajectoire sportive? Exactement, ça a été le déclencheur, on va dire, de tout ce qui s'en est suivi. Martin, on va malheureusement quitter la Nouvelle-Zélande. Je pense qu'on aurait pu rester encore des heures à t'écouter nous raconter cette course incroyable. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets pour les mois à venir, l'année 2002, là on la touche du doigt au moment où on enregistre cet épisode. Est-ce que tu as déjà tes grands rendez-vous qui sont bien clairs dans ta tête pour l'année 2022? Oui, effectivement, 2022 arrive vite. Ça fait quelques mois que je me suis penché dessus. Déjà 2021 était une année bien particulière pour moi. J'ai eu le Covid. Certes, j'ai gagné le 90 km du Mont Blanc, une distance pas ultra, j'ai envie de dire, parce que 90, oui, certes, c'est plus de 60 km, ce qui définit l'ultra trail, mais euh, c'est quand même une distance où je sais que je vais pas avoir de grosses défaillances physiques comme on peut retrouver sur un 160 km. Donc, à part ça, j'ai pas fait grand chose, on va dire. Et je me suis plus projeté dans la vidéo, et c'est quelque chose qui m'a plu. Donc, je vais continuer sur un peu de vidéo, et sur le côté performance. Donc, cette année, je fais les coupes de France de ski alpinisme, donc pas mal de week-ends ski, et ça me plaît bien. Il y a une communauté autour de Grenoble qui est assez forte et présente sur ces compétitions, et c'est vraiment top de passer du temps en montagne, mais tout autant en se dépassant tous les jours à l'entraînement. Ça, c'est vraiment hyper cool. Pour ça, le ski alpinisme, c'est une discipline très complète. Puis au début donc de la saison de trail, je me suis principalement axé sur des formats 100 km, peut-être le Lavaredo ou l'Andorre. Ensuite, retourner à la TDS que j'ai écourté l'année dernière à cause du Covid, où vraiment j'avais un épisode de fièvre désastreux à Bourg-Saint-Maurice, et du coup j'avais dû abandonner, ce qui était mon premier abandon, ce qui était très difficile pour moi,
donc je reviens sur cette TDS avec l'envie de terriblement bien faire, dans le sens où j'ai une grosse part de revanche à prendre. Et donc ça me tient fort à cœur. Et derrière, j'aimerais bien retourner aux Templiers, parce que c'était aussi mon premier 70 km, c'était aux Templiers. Cette fois, ça sera certainement sur l'endurance, mais voilà, refaire des courses toujours en France, on va dire. Bon, même si pour mes gros objectifs. Après, à voir si si effectivement en début de saison, je peux aller faire l'Andorre ou l'Italie qui est juste à côté, mais rien de serein, quoi. Rien de fixé. Rien de complètement figé. Voilà. Après, j'aimerais peut-être, pourquoi pas, faire les championnats de France de trail. Voilà, j'ai rien. J'ai la TDS figée, le reste c'est open. On va en discuter avec mon coach pour vraiment caler tout ça et voir ce qu'on peut faire, et caler mon planning aussi familial en fonction, parce que les courses de madame aussi prennent du temps. Donc voilà, le TDS, ça me tient à cœur. Le reste, on verra. Je serai au Templier, en tout cas, si tu y es. On se croisera sur un format beaucoup plus court que le tien, mais avec plaisir. Il y a peut-être chance qu'on se croise du côté de Millau. Avec plaisir. Martin, comme chaque année, à cette période de l'année, c'est le moment d'envisager des résolutions qu'on ne tiendra évidemment pas. Est-ce que toi, tu as en tête une résolution pour 2022, ou tu fais l'impasse et tu ne veux pas entendre parler de ces résolutions? Ouais, c'est vrai que j'ai toujours fait les impasses, moi, là-dessus. Après, je suis quelqu'un qui prend les défis à cœur, et je lâche pas tant que j'ai pas gagné. Non, c'est vrai que ces résolutions, j'ai jamais trop porté d'importance, parce qu'effectivement, on les tient pas. Si j'aimerais bien peut-être perdre un peu de poids. Après, ça, c'est toujours en moi. Voilà, je sais pas si ça fait 1m85 et 75 kilos, c'est assez lourd. C'est raisonnable. C'est raisonnable, mais c'est assez lourd. Par exemple, un François Daen qui fait peut-être 70 kilos pour 1m93. Donc voilà, les proportions sont. Je suis quand même lourd, et je me dis que si je gagnais un peu de poids, peut-être que je serais plus léger en montée, je me ferais moins distancer. Bref, après c'est un équilibre, hein. Le poids de forme, il est pas tous le même pour chacun. Et bien heureusement, d'ailleurs, moi je me sens bien aujourd'hui dans ma peau, mais c'est vrai que 3-4 kilos, je dirais pas non, quand même. C'est pas la bonne période pour perdre du poids, là, fin décembre. Ouais, bah là j'ai déjà pris de l'avance pour Noël. Il faut que j'aille m'entraîner ce soir, d'ailleurs. Ce sera une bonne raison d'appliquer les résolutions. Ouais. Martin, je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, la citation ou la devise qui illustrerait ta philosophie de vie. Est-ce que tu aurais un motto à partager avec nos auditeurs? Effectivement, il y a une citation qui me tient à cœur, c'est que la montagne nous offre le décor, et à nous d'en inventer l'histoire qui va avec, de Nicolas Elmbacher, puisqu'effectivement ça résume un peu ma philosophie de vie, que aujourd'hui la montagne réunit un peu tous les éléments qui me servent à être une personne équilibrée, on va dire, dans ma vie, et j'espère que la montagne nous gagne tous d'un côté, et que vous tous, auditeurs, vous connaîtrez ou vous connaissez, et que vous partagez cette valeur. Merci beaucoup, Martin. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre ta première expérience sur un format 100 miles, une expérience qui a été annonciatrice de bien jolis succès ensuite. Et la liste est loin d'être terminée, j'en suis convaincu. Je suis très heureux qu'on ait pu ainsi prendre le large dans ta compagnie et explorer par tes mots un territoire et un terrain de jeu qui est bien différent de ceux que nous connaissons habituellement. Merci donc pour cette belle tranche de dépaysement, et puis également de t'être livré avec autant de générosité sur cette course dont on a pu mesurer l'exigence. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour tous les défis qui vont s'offrir à toi dans les mois et années à venir, et également d'être pleinement accompli dans cette nouvelle vie de papa qui est la tienne depuis quelques semaines. Voilà, je te souhaite plein de belles choses pour 2022 en tout cas. Merci à toi, Guillaume. Je te souhaite également plein de bonnes choses, et au plaisir de te rencontrer sur les sentiers. Avec plaisir. À bientôt, Martin. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.